L'objet est lourd, froid, massif. Un bougeoir en laiton, relique d'une élégance passée qui aurait dû porter la lumière, mais qui n'a servi qu'à sceller l'obscurité. Il repose désormais sur le sol de marbre de Glensheen, à quelques centimètres d'un crâne fracassé. Le 27 juin 1977, à 7 heures du matin, le silence qui règne sur les 12 acres de la rive du lac supérieur n'est pas celui de la paix, mais celui du tombeau. Le manoir, ce colosse d'architecture néo-jacobéenne aux 39 pièces, semble retenir son souffle, comme si les murs eux-mêmes avaient honte de ce qu'ils ont abrité cette nuit-là. Une infirmière de jour pousse les portes de la demeure. Elle connaît chaque craquement du parquet, chaque ombre des jardins en terrasse qui font la renommée du Minnesota. Mais ce matin-là, l'air est chargé d'une électricité malsaine. L'odeur habituelle de la cire d'abeille et du café frais a été remplacée par un vide oppressant. Velma Pietila, l'infirmière de nuit, aurait dû être debout, préparant la transition avec le professionnalisme rigoureux de ceux qui servent les Congdon depuis des décennies. Elle ne répond pas. Le hall d'entrée est un gouffre de silence. L'infirmière avance vers le grand escalier, le cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. C'est là qu'elle la voit. Velma est étendue au pied des marches. Ce n'est pas une chute, c'est une exécution. Son sang s'est infiltré dans les fibres des tapis coûteux et le bougeoir en laiton, tordu par la violence des impacts, témoigne d'une rage que l'on ne trouve pas chez les cambrioleurs ordinaires. On n'a pas seulement frappé pour tuer, on a frappé pour détruire. Prise de panique, l'infirmière s'élance à l'étage, ses pas résonnant dans cette cathédrale de la fortune minière. La porte de la chambre d'Elizabeth Congdon est grande ouverte. À l'intérieur, c'est le chaos méthodique d'un simulacre. Les tiroirs de la commode ont été arrachés, leur contenu déversé sur le sol. Une boîte à bijoux manque à l'appel. Mais sur le lit de bois sculpté, le véritable sacrilège attend. Elizabeth Congdon, 83 ans, l'héritière d'un empire forgé dans le fer de la Mesabi Range, gît immobile. Son corps, déjà affaibli par une attaque cérébrale 13 ans plus tôt, n'a opposé aucune résistance. Elle était prisonnière de sa propre chair, incapable de marcher, capable à peine de murmurer. Le prédateur n'a pas eu besoin de la force brute utilisée contre l'infirmière. Un simple oreiller de satin a suffi. Il a fallu rester là, pressant le tissu contre le visage de la vieille dame, sentant ses faibles soubresauts s'éteindre l'un après l'autre pendant de longues minutes de cruauté pure. 2 femmes ont été sacrifiées dans l'un des plus beaux domaines du Midwest, et l'odeur de l'argent sale commence déjà à supplanter celle de la mort. Avant de découvrir l'horreur qui se cachait derrière ces sourires de façade et l'identité du monstre qui rôdait dans les couloirs, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de ces chroniques du vice et de l'ambition. La police de Duluth arrive en quelques minutes, leur sirène déchirant le calme aristocratique du quartier. Pour les officiers, Glensheen est plus qu'une adresse. C'est un monument, le symbole d'une dynastie qui a bâti la région. Mais à l'intérieur, le prestige s'effondre. L'attaque contre Velma Pietila a été prolongée, brutale, presque personnelle. On n'abat pas une infirmière de cette façon pour un simple vol de bijoux. À l'étage, le corps d'Elizabeth raconte une autre histoire, celle d'une élimination. On a tué le témoin en bas et la cible en haut. La théorie initiale du cambriolage qui tourne mal ne résiste pas à l'analyse du luxe environnant. Le manoir regorge d'antiquités, d'argenterie et d'œuvres d'art valant des centaines de milliers de dollars. Pourquoi un intrus se contenterait-il d'une seule boîte à bijoux après avoir commis un double meurtre? Et cette fenêtre de la salle de billard, brisée de l'intérieur pour faire croire à une intrusion? Un détail qui hurle la mise en scène. Les enquêteurs comprennent vite que le mal ne vient pas de l'extérieur. Il est né ici, dans le sang et les testaments. À la mi-journée, une question brûle toutes les lèvres. À qui profite le crime? Elizabeth Congdon avait 2 filles adoptives. Jennifer, l'ombre discrète, et Marjorie. Marjorie Congdon Loy Caldwell, une femme dont le nom est synonyme de scandale, de dette et de manipulation. En quelques heures, le portrait du suspect idéal se dessine. Marjorie est ruinée. Ses voitures ont été saisies, ses maisons hypothéquées, et elle vit dans un hôtel du Colorado parce qu'elle ne peut plus payer son loyer. Mais à la mort de sa mère, elle hérite de plus de 8 millions de dollars. Un pactole qui effacerait toutes ses fautes. 3 mois plus tôt, les autorités du Colorado avaient prévenu les administrateurs de la fortune Congdon. Marjorie cherchait un tueur à gages pour supprimer sa mère.
Élisabeth, dans sa bonté tragique ou son déni aristocratique, avait refusé de croire à la menace. Elle aimait sa fille, disait-elle. Elle est morte de cet amour, étouffée par le satin. L'affaire Glensheen va devenir le crime le plus infâme de l'histoire du Minnesota. C'est une saga où la cupidité dévore la loyauté, où une fille désespérée danse sur le cadavre de sa bienfaitrice. Mais pour comprendre comment cette tragédie a pu germer dans le sol fertile de la réussite américaine, il faut quitter les draps de satin et les bougeoirs sanglants pour remonter à la source. Il faut revenir à l'époque où Chester Congdon n'était qu'un avocat ambitieux luttant pour sa place au soleil. Car cette immense fortune, bâtie avec une discipline de fer, portait en elle les germes de sa propre destruction. Chester Hadgate Congdon voit le jour en 1853 à Rochester, New York. Fils d'un ministre méthodiste, il grandit dans l'austérité et la dévotion, apprenant très tôt que le salut se trouve dans le travail acharné. Rien ne laisse présager qu'il deviendra l'un des hommes les plus puissants du Minnesota. En 1871, à l'université de Syracuse, il rencontre Clara Hesperia Bannister. Ensemble, ils vont concevoir un empire. Mais ils ignorent encore que chaque dollar accumulé dans les mines de la Mesa Range servira un jour à financer la défense d'une meurtrière. Les mines de fer cachent des secrets plus profonds que le métal lui-même, et le prix à payer pour une telle opulence est souvent marqué du sceau de la trahison. L'ambition est un poison lent qui commence souvent par le doute. En 1875, lorsque Chester Congdon et Clara Bannister reçoivent leur diplôme, l'avenir n'a rien de l'éclat doré qu'ils connaîtront plus tard. Il n'est qu'une succession de lettres échangées entre Syracuse et l'Ontario, des promesses griffonnées sur du papier bon marché alors que Chester s'use les yeux sur des codes juridiques poussiéreux. L'argent manque. Il manque cruellement. Chester se voit comme un avocat de seconde zone, un raté qui plaisante avec amertume sur son envie de devenir cow-boy pour échapper à la médiocrité de son existence. Il devient même directeur d'école dans le Wisconsin, un rôle qu'il exècre. Une prison de craie et de discipline pour un homme qui rêve de conquérir le monde. Le tournant s'opère dans l'ombre des tribunaux de Saint-Paul au Minnesota. C'est là que Chester rencontre William Bilson, le procureur fédéral. C'est le premier baiser de la fortune. En devenant son assistant, Chester accède enfin au cercle où le pouvoir se murmure entre deux cigares. Il emprunte quelques centaines de dollars à un ami, un geste d'humiliation nécessaire pour enfin offrir une bague à Clara. Le 29 septembre 1881, 10 ans après leur rencontre, ils se marient. Mais ne vous y trompez pas, leur vie sur Selby Avenue n'est qu'un purgatoire. Ils vivent aux portes du quartier chic de Summit Avenue, regardant les manoirs des autres à travers les vitres de leur modestie forcée. Les enfants arrivent. Walter, Edward, puis Marjorie en 1887. Marjorie, ce nom qui deviendra synonyme de ruine, naît dans une maison où chaque dollar est compté, où l'odeur du besoin imprègne encore les tapis. Puis vient l'appel du fer. En 1892, Bilson propose à Chester de le rejoindre à Duluth. La ville bouillonne. On vient de découvrir la Mesabi Iron Range, une cicatrice de métal pur dans le sol du Minnesota. L'argent ne coule pas encore, il s'extrait. Les Congdon s'installent, mais la tragédie les attend au tournant. Leur fils John Robert meurt de la fièvre scarlatine en 1893. Dans cette famille, le succès semble toujours réclamer un tribut de chair. Pourtant, Chester ne flanche pas. La douleur se transforme en une rage de bâtir. Ils achètent le Redstone, une demeure victorienne en grès-rouge qui hurle leur ascension sociale. Mais ce n'est qu'un prélude. Le véritable basculement se produit par un hasard qui ressemble à une prédestination. Henry Oliver, un titan de l'acier de Pittsburgh, débarque à Duluth. Il cherche Bilson, mais Bilson est absent. C'est Chester, l'associé junior, le fils de pasteur aux dents longues, qui reçoit le magnat. Entre ces deux hommes, l'alchimie est immédiate. Il ne voit pas seulement de la terre rouge dans la Mesabi Range, il voit le futur de l'Amérique. Oliver crée la Oliver Mining Company et fait de Chester son bras armé. Chester achète, négocie, ruse. Il est au centre d'une guerre titanesque entre John D. Rockefeller et Andrew Carnegie, deux prédateurs qui se disputent le contrôle du monde. Chester, lui, ramasse les miettes, mais ces miettes valent des millions. En 1901, JP Morgan siffle la fin de la récréation en créant l'United States Steel Corporation, la première entreprise à $1 milliard de l'histoire. Chester,
Actionnaire stratégique, voit la valeur de ses titres s'envoler de 555% en seulement 6 ans. Du jour au lendemain, l'avocat qui doutait de lui-même devient l'un des hommes les plus riches du Minnesota. Sa fortune est désormais équivalente à des dizaines de millions de dollars actuels. Il investit tout, mines de cuivre en Arizona, vergers dans l'État de Washington, banque. En 1904, il a tout gagné. Il a 51 ans, 7 enfants et une soif de reconnaissance que seul un palais pourra étancher. Avant de voir comment cette fortune colossale a commencé à élever les murs de Glensheen, ce monument à la gloire d'un homme et au malheur de sa lignée, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de ce récit. En 1905, Chester et Clara commencent à rêver de Glensheen. Ils ne veulent pas d'un château ostentatoire comme ceux de la 5e avenue à New York, mais d'une demeure qui survivra au siècle. Ils choisissent un terrain de 12 acres sur les rives sauvages du lac Supérieur. Clara note dans son journal avec une ironie qui fait aujourd'hui froid dans le dos « J'aurai des voisins tranquilles ». Elle faisait référence au cimetière situé juste à l'ouest de leur propriété. Elle ne se doutait pas que le silence de la mort ne resterait pas confiné derrière les grilles du cimetière, mais qu'il finirait par s'inviter dans sa propre chambre, porté par un oreiller de satin. Le chantier qui s'annonce est pharaonique. Ce n'est plus une maison qu'ils construisent, c'est un mausolée pour leurs ambitions. Un labyrinthe de 39 pièces où chaque détail sera pensé pour impressionner, mais aussi pour cacher les fêlures d'une famille que l'argent va lentement corrompre. Pour ériger son temple, Chester Congdon ne choisit pas un simple bâtisseur, mais un démiurge, Clarence H. Johnston. Johnston n'est pas seulement l'architecte le plus en vue du Minnesota, il est le dessinateur officiel de l'arrogance d'une époque. Il a déjà sculpté des campus universitaires et des monuments publics, mais Glensheen doit être son chef-d'œuvre, une déclaration de permanence dans un monde en mutation. Le style jacobéen est retenu, s'inspirant des manoirs anglais du XVIIe siècle. Ce n'est pas la flamboyance vulgaire de New York, mais une solidité austère. De la brique, du granit, des pignons qui percent le ciel et des cheminées massives. La demeure ne semble pas avoir été construite. Elle semble avoir toujours été là, attendant que la fortune des Congdon lui donne vie. Chaque angle asymétrique, chaque fenêtre à meneaux raconte la même histoire, celle d'une lignée qui refuse de passer inaperçue. Mais derrière cette façade de respectabilité, les fondations s'enfoncent déjà dans une terre qui déteste les intrus. Le terrain lui-même est un défi à la raison. 12 acres de forêt dense qui plongent de manière vertigineuse vers les eaux glaciales du lac Supérieur. Pour dompter ce chaos, Chester fait appel à Charles Welford Leavitt Jr., venu de New York avec ses lieutenants Morurel et Nichols. Leur mission est paradoxale, transformer la nature sauvage en un jardin ordonné sans en briser l'âme. Les haches mordent le bois séculaire, les pentes sont nivelées et les jardins en terrasse commencent à dessiner les contours d'un paradis privé. Chester exige l'autonomie totale. Sous la terre, on creuse des tunnels, de véritables artères de briques reliant la route de Londres à la demeure principale. Ici, on cache la modernité. L'eau, le gaz, l'électricité circulent dans l'obscurité des galeries pour ne pas souiller la vue des jardins. Même le charbon pour le chauffage est livré en secret, loin des regards. Un réservoir de 60 000 gallons, alimenté par le ruisseau Tischer, est dissimulé dans le paysage, une réserve colossale qui irrigue encore aujourd'hui ce domaine où le temps semble s'être arrêté. Johnston et Leavitt créent un écosystème de richesse pure. Une île de confort entourée d'un lac dont les vagues ressemblent à des avertissements que personne ne veut entendre. L'intérieur est confié à la William A. French Company, et ici le détail devient une obsession pathologique. Chaque pièce est un écrin de bois précieux, sélectionné avec une rigueur chirurgicale. Noyer circassien, acajou, cyprès, chêne fumé, bouleau émaillé. L'harmonie est totale, presque étouffante. Les meubles ne sont pas simplement disposés, ils sont sculptés pour s'accorder parfaitement aux boiseries des murs. La fluidité des pièces est une illusion de paix. Les couloirs sont ornés de pochoirs faits à la main, de bois sculptés et de plafonds recouverts de soie, de laine et même de feuilles d'or. Rien n'est trop beau pour la prison dorée que Chester bâtit pour les siens. Les portes elles-mêmes sont des chefs-d'œuvre de duplicité. Un côté en chêne pour les couloirs, un côté dans l'essence spécifique de la pièce qu'elle ferme. Une double face, une double identité. Comme si la maison préparait déjà ses habitants à mener des vies de secrets et de faux semblants. 20 000 pieds carrés de vanité s'étendent sur plusieurs étages.
Malgré l'échelle monumentale, Johnston réussit l'exploit de rendre l'espace intime presque protecteur. Mais la technologie qui irrigue les murs rappelle sans cesse le pouvoir de l'argent. Aspirateur central, chauffage humidifié et ce système hybride de gaz et d'électricité. En 1905, la fée électricité est capricieuse et Chester ne supporte pas l'idée que son palais puisse plonger dans le noir. Si le courant flanche, les lampes à gaz prennent le relais. Tout est prévu, tout est contrôlé. Le sous-sol abrite les fonctions vitales, laiterie, buanderie, quartier des domestiques. Mais il cache aussi les zones de plaisir, comme la salle de billard ou ce que la famille appelle le petit musée, une aile où Chester expose ses trophées et ses collections. Partout, des symboles reviennent comme une incantation. Le lion pour la puissance, l'ananas pour l'hospitalité. Une ironie cruelle quand on sait que ces lions resteront de marbre face aux meurtres à venir et que l'hospitalité de Glensheen se transformera en un piège mortel. La salle du petit déjeuner est peut-être le sommet de cette élégance glacée. Conçue par John Bradstreet, elle est recouverte de carreaux de faïence verte qui capturent la lumière du lac. 3 murs de vitraux donnent sur les jardins et l'immensité bleue du lac supérieur. C'est ici, dans cette lumière filtrée, que les Congdon se réunissent, ignorant que chaque rayon de soleil qui frappe ces vitraux compte les jours qui les séparent de la tragédie. La salle à manger et la bibliothèque offrent également cette vue imprenable sur l'eau, une invitation à la contemplation pour un homme qui a passé sa vie à conquérir la terre. Avant de comprendre comment ce sanctuaire de verre et de bois précieux est devenu le théâtre d'un carnage domestique impensable, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la chute de cette dynastie. Le chantier dure 3 ans et 9 mois, une éternité pour Chester, une seconde pour l'histoire. En 1908, Glensheen est achevée. Elle se dresse, imposante, silencieuse, un monument à la gloire de l'acier et du fer. Les cottages des jardiniers, le hangar à bateaux, la jetée massive sur le lac, tout est en place pour que les 7 enfants de Chester et Clara grandissent dans une bulle de perfection. Mais une maison n'est jamais seulement faite de briques et de mortier. Elle est faite des désirs et des haines de ceux qui l'habitent. Et parmi les rires qui résonnent dans les 39 pièces, un cri se prépare déjà, étouffé par 70 ans de rancœur et de cupidité. Le destin de Marjorie Congdon commence ici, dans cette opulence qui allait devenir son plus grand motif de crime. Les fenêtres de Glensheen ne sont pas de simples ouvertures sur le monde, ce sont des yeux de verre colossaux qui dévorent le paysage. Depuis la bibliothèque ou la salle à manger, le regard plonge sur des jardins en terrasse qui dégringolent vers les eaux sombres du lac supérieur, comme si la nature elle-même devait s'incliner devant la volonté des Congdon. L'escalier d'honneur, véritable colonne vertébrale de la demeure, s'élève au centre de l'édifice avec une arrogance tranquille. Ses rampes sculptées à la main et ses vitraux d'art ne sont pas là pour faciliter le passage, mais pour imposer le respect. La facture finale tombe comme un coup près, 854 000 $. En 1908, c'est une somme démente, l'équivalent de plus de 22 millions de dollars aujourd'hui. Chester paie sans broncher. Ce n'est pas de l'extravagance, c'est un investissement dans l'éternité. Il ne construit pas une maison, il bâtit un héritage que même le temps ne pourra effacer. Mais l'éternité a un prix que l'argent ne peut pas toujours couvrir. Le 24 novembre 1908, la famille prend possession des lieux. Le nom, Glensheen, est un pont jeté entre le passé et le présent. Sheen pour le village ancestral des Congdon dans le Surrey, et Glen pour cette vallée étroite sculptée par les ruisseaux Tisher et Benbrook qui enserrent Arnold pour la propriété. Le chef-d'œuvre est opérationnel, le personnel est en place, les jardins sont taillés au millimètre. Pour l'historien Larry Millett, la demeure réussit l'impossible. Être monumental tout en restant intime. C'est peut-être là que réside le piège. Pendant 70 ans, rien ne bougera. Les meubles resteront figés à leur place exacte, comme si les objets attendaient le retour de leur maître. Chester a alors 55 ans. Il est au sommet de sa puissance, mais il ignore que le sablier de sa vie est déjà presque vide. Il ne lui reste que 8 ans pour hanter les couloirs de son rêve avant que le destin ne vienne réclamer sa créance. Pour faire respirer ce monstre de pierre, une armée d'ombre s'active dans les coulisses. Entre 20 et 30 domestiques forment une société invisible. Ce n'est pas une aristocratie européenne, mais une machine bien huilée. Le majordome règne sur les hommes, la gouvernante sur les femmes. Cuisiniers, valets, lingères et jardiniers s'affairent dans les couloirs dérobés et les escaliers de service.
Ils vivent sous le toit des Congdon, mais dans des chambres spartiates, loin de la soie et de la feuille d'or des étages inférieurs. Ils sont là pour être efficaces, pas pour être vus. Clara gère cette ruche avec une main de fer dans un gant de velours. Elle ne cherche pas à être cruelle, elle cherche la perfection. Et la perfection exige que le café soit servi sans qu'on entende le bruit des pas du serviteur. La vie s'organise autour de rituels immuables. Chester passe ses journées dans la bibliothèque, entouré de milliers de volumes de droit et d'histoire, peaufinant ses stratégies financières. Clara, elle, veille sur la tribu. Walter, Edward, Marjorie, Hélène, Elisabeth et Robert. Le domaine est leur parc privé. 12 acres de liberté où l'on patine l'hiver et où l'on navigue l'été. Les repas formels se tiennent dans la salle à manger, sous des bannières de soie et à la lueur de bougeoirs en argent massif. Pourtant, derrière ce décor médiéval, la réalité humaine affleure. Les flacons de moutarde et de ketchup trônent sur la table. Même les millionnaires ont des goûts de roturiers. Mais chaque matin, la famille se réunit dans la salle du petit déjeuner, baignée par la lumière du lac. Clara insiste sur ce moment de connexion. Elle veut croire que tant qu'ils briseront le pain ensemble, rien ne pourra les diviser. C'est une erreur classique des puissants. Croire que les murs peuvent protéger des tempêtes intérieures. L'ambition de Chester ne s'arrête pas aux grilles de Glensheen. En 1909, il descend dans l'arène politique et se fait élire à la législature du Minnesota. Son objectif est chirurgical, bloquer une taxe sur le minerai de fer qui menace ses investissements. Il gagne, il sauve ses profits. L'argent est en sécurité, mais l'homme s'épuise. En novembre 1916, à seulement 63 ans, une embolie pulmonaire le foudroie à Saint-Paul. La nouvelle est un séisme. Duluth pleure son bâtisseur, son philanthrope secret, son titan. Chester laisse derrière lui une fortune verrouillée dans des trusts complexes pour empêcher ses héritiers de tout gaspiller. Clara restera à Glensheen 34 années de plus, transformant le manoir en un mausolée vivant, préservant chaque recoin tel que son mari l'avait laissé. Au milieu de ce sanctuaire figé, une silhouette se détache. Elisabeth. Née en 1894, elle a 14 ans quand elle emménage à Glensheen. Contrairement à ses frères et sœurs qui s'envolent vers d'autres cieux, elle reste. Elle ne se mariera jamais. Elle choisit l'indépendance, ou peut-être est-elle simplement incapable de quitter le seul endroit où elle se sent exister. Elle devient la gardienne du temple, l'héritière tranquille qui finit par adopter 2 filles pour peupler les 39 pièces vides. Elle ignore que l'une d'entre elles porte en elle un venin qui transformera ce palais en scène de crime. Avant de plonger dans les méandres de l'esprit de Marjorie et de comprendre comment l'héritage de Chester est devenu une malédiction, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. La mort de Chester a scellé le destin de Glensheen. Clara a vieilli avec élégance dans ce décor de théâtre, entourée de ses souvenirs et de ses domestiques fidèles. Mais alors que les années 30 et 40 s'écoulent, une ombre grandit. Les petits-enfants courent dans les jardins. Les fêtes de Noël illuminent les vitraux, mais le trust familial commence à susciter des convoitises sourdes. La fortune est là, immense, intouchable, tant que les générations précédentes respiraient encore. Et dans l'esprit de certains, le temps commence à paraître bien long. Le silence de Glensheen, autrefois apaisant, devient peu à peu le terreau d'une impatience meurtrière. Clara Congdon était le dernier rempart. Elle était l'ancre qui maintenait Glensheen dans les eaux calmes de la respectabilité. Lorsqu'elle s'éteint en 1950, à l'âge vénérable de 96 ans, c'est tout un siècle de certitude qui s'effondre avec elle. Elle avait régné sur ce domaine pendant 42 ans, bien plus longtemps que Chester, transformant chaque recoin de briques et de bois en un monument à la mémoire de son mari. Mais sa mort laisse un vide immense, une béance que les 39 pièces du manoir s'empressent de remplir d'un silence sépulcral. La question de l'héritage ne se pose même pas. Les autres enfants, déjà installés dans leur propre vie et leurs propres privilèges, ne veulent pas du fardeau. Glensheen est un ogre qui dévore l'argent, taxes foncières exorbitantes, salaire d'une armée de domestiques, factures de chauffage capables de ruiner une petite fortune pendant les hivers brutaux du Minnesota. Elisabeth est la seule option. Elle n'a jamais quitté le nid. À 56 ans, elle devient la maîtresse d'un royaume de fantômes. Elle est désormais seule responsable de la préservation de ce palais.
Mais la solitude est un compagnon amer dans une demeure de 20 000 pieds carrés. On n'occupe pas 39 pièces sans que la raison ne commence à vaciller sous le poids du vide. C'est ce silence oppressant qui la pousse, dès 1932, à commettre l'acte qui scellera son destin, l'adoption. Elle choisit une petite fille, Jacqueline Barnes, qu'elle rebaptise Marjorie Mannering Congdon. 3 ans plus tard, Jennifer Suzanne rejoint la famille. Elisabeth veut redonner vie au couloir, elle veut que les rires d'enfants masquent le craquement sinistre des parquets. Elle leur offre tout, le nom, la fortune, l'éducation d'élite. Mais elle ignore que l'on ne peut pas acheter l'atavisme et que Marjorie ne sera jamais la fille dont elle rêve. Marjorie grandit dans l'ombre des lions de marbre et très vite, les fissures apparaissent. Elle est tempéramentale, excessive, dévorée par un besoin d'attention que même l'immensité de Glensheen ne peut satisfaire. Dans les cercles fermés de Duluth, le mépris est subtil mais tranchant. Pour certains membres de la famille, ces filles ne sont que des pièces rapportées, des Congdon de papier. Marjorie ressent ce rejet jusque dans sa chair. Chaque remontrance, chaque regard de travers de la part des cousins de sang devient une blessure qui s'infecte. Jennifer est calme, effacée. Marjorie, elle, est une tempête permanente. Elisabeth s'épuise à gérer les crises de sa fille aînée, ne voyant pas que derrière les caprices de l'enfant se cache déjà la prédatrice de demain. L'année 1964 marque le début de la fin. Elisabeth, alors âgée de 70 ans, est frappée par une attaque cérébrale massive. Le coup est brutal. La reine de Glensheen est terrassée, son corps à moitié paralysé, sa parole brisée. Celle qui gérait l'Empire se retrouve prisonnière d'un fauteuil roulant, dépendante de mains étrangères pour les gestes les plus intimes. Le manoir change alors de visage. Il devient un hôpital de luxe, un théâtre où les infirmières se relaient jour et nuit, épiant les moindres souffles de la vieille dame. La routine n'est plus faite de thés et de réceptions, mais de médicaments et de soins constants. Elisabeth est fragile, mais son esprit reste une forteresse. Elle comprend que ses filles ne prendront jamais la relève du domaine. En 1968, elle prend une décision radicale. Elle fait don de Glensheen à l'Université du Minnesota. Elle s'assure ainsi que les murs qu'elle aime tant ne seront pas vendus à l'encan par des héritiers impatients. Elle garde le droit d'y vivre jusqu'à son dernier souffle, mais la propriété appartient désormais à l'institution. C'est un acte de défiance suprême. Marjorie, déjà embourbée dans des problèmes financiers chroniques, voit le domaine lui échapper. Pour elle, Glensheen n'est pas une maison, c'est un coffre-fort qu'elle ne peut plus ouvrir. Nous sommes en 1977. Elisabeth a 83 ans. Elle est une relique du passé, une sainte de satin cloîtrée dans sa chambre. Elle ignore tout de la déchéance de Marjorie au Colorado. Elle ignore que sa fille est ruinée, que ses voitures ont été saisies, qu'elle mendie auprès des administrateurs du trust qui ont fini par lui couper les vivres. Elle ignore surtout que Marjorie s'est remariée avec Roger Caldwell, un homme aussi désespéré qu'elle. Dans la chaleur étouffante de juin, une ombre se prépare à franchir les grilles du domaine. Le silence de Glensheen est sur le point d'être brisé par le bruit sourd d'un bougeoir frappant un crâne. Avant de découvrir comment la cupidité a transformé une fille adoptive en un monstre capable de planifier l'innommable dans le secret d'une chambre d'hôtel, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de cette tragédie. Elisabeth Mannering Congdon n'était pas seulement une héritière, elle était le dernier lien vivant avec l'ère dorée de Chester. Née dans la maison de grès rouge de Superior Street, elle avait vu son père bâtir un monde à partir de rien. Elle était la gardienne de la flamme. Mais en restant à Glensheen, en refusant de se marier, elle s'était condamnée à une existence de spectatrice. Elle avait passé sa vie à observer le lac supérieur, attendant peut-être quelque chose qui ne viendrait jamais. Lorsqu'elle a accueilli Marjorie, elle pensait offrir un foyer à une orpheline. Elle ne savait pas qu'elle ouvrait la porte à son propre bourreau. L'ironie est sanglante. La femme qui avait tout donné pour préserver l'honneur de son nom allait finir étouffée par l'un de ses propres oreillers de luxe, tandis que sa fille attendait nerveusement dans un motel, comptant les minutes qui la séparèrent de ses millions. Jennifer était l'image de la docilité, une poupée de porcelaine qui acceptait chaque règle, chaque silence imposé par l'étiquette des Congdon comme une bénédiction. Mais Marjorie était un incendie mal éteint dans les couloirs glacés de Glensheen. Dès le début, le contraste entre les deux sœurs adoptives fut une insulte à l'harmonie que Chester et Clara avaient tenté d'instaurer.
Dans cette dynastie où le sang valait plus que l'or, les membres de la famille élargie n'ont jamais vraiment ouvert les bras à ces intruses. Le mépris était poli, certes, mais il était palpable. On faisait des distinctions subtiles entre les vrais Congdon et celles qui ne l'étaient que sur le papier. Marjorie humait ce rejet dans chaque regard en coin, dans chaque silence prolongé lors des dîners de famille. Ce sentiment d'être une étrangère dans son propre palais a nourri un monstre de ressentiment. Elle a commencé à agir, à provoquer des scènes, à humilier Élisabeth lors des rassemblements mondains de Duluth. Ce n'était pas de la rébellion adolescente. C'était une déclaration de guerre contre une lignée qui l'acceptait sans l'aimer. À mesure qu'elle avançait vers l'âge adulte, la pathologie de Marjorie s'est cristallisée autour d'une seule idée, l'argent. Elle dépensait avec une fureur autodestructrice, exigeant qu'Élisabeth couvre chaque caprice sans poser de questions. Lorsqu'on tentait de lui fixer des limites, Marjorie explosait, accusant sa mère de désamour, menaçant de commettre l'irréparable. Élisabeth, piégée par une culpabilité maternelle qu'elle ne parvenait pas à nommer, a choisi la patience là où il aurait fallu la fermeté. Elle a financé le chaos. En 1951, Marjorie s'enfuit dans un mariage avec Richard Loy. 7 enfants naîtront de cette union, 7 bouches supplémentaires pour dévorer la fortune des Congdon. Pendant 19 ans, les dettes du couple Loy sont devenues une légende noire dans les salons de la haute société. Ils vivaient comme des rois sur des sables mouvants, empruntant partout, fuyant les créanciers, avant de revenir ramper vers Élisabeth. Et Élisabeth payait. Elle payait pour les voitures, pour les maisons, pour les erreurs. Elle n'achetait pas la paix. Elle finançait sa propre perte. Elle était devenue la complice involontaire d'une femme qui ne voyait en elle qu'un carnet de chèques avec un battement de cœur. Pendant ce temps, Jennifer menait l'existence que l'on attendait d'une héritière Congdon, discrète, mariée, aimante. Elle était le miroir déformant qui rappelait chaque jour à Élisabeth l'échec qu'était Marjorie. La tension entre les deux sœurs n'était pas seulement familiale, elle était financière. Chaque dollar versé à Marjorie était une insulte à la sagesse de Chester. Mais en 1964, le destin a décidé d'accélérer la tragédie. Un accident vasculaire cérébral massif a foudroyé Élisabeth à l'âge de 70 ans. Le coup fut d'une violence inouïe. La souveraine de Glensheen s'est effondrée, laissant derrière elle la femme d'affaires pour devenir une prisonnière de sa propre chair. La paralysie a dévoré la moitié de son corps. Sa parole est devenue un murmure inintelligible. Un code que seules les infirmières les plus patientes pouvaient déchiffrer. La femme qui gérait des empires ne pouvait plus tenir une cuillère. Elle était désormais clouée à un fauteuil roulant, dépendante de mains étrangères pour les gestes les plus humiliants. L'indépendance de Chester avait laissé place à une agonie surveillée. Un ballet de blouses blanches a envahi le manoir. Des infirmières de jour, des infirmières de nuit, comme Velma Pietila qui veillait sur ce qui restait de la matriarche. Élisabeth était enfermée dans son esprit, capable de reconnaître les visages mais incapable de crier sa détresse. C'est dans ce silence de plomb que les fils du drame se sont noués. Marjorie, voyant sa mère diminuer, n'a pas vu une femme souffrante. Elle a vu un obstacle qui mettait trop de temps à tomber. Les dettes s'accumulaient. Les administrateurs du trust familial commençaient à serrer la vis, refusant de financer les délires de grandeur d'une fille qui n'avait plus aucune limite. Marjorie était acculée. Elle vivait dans des hôtels, fuyant la réalité, tandis que sa mère respirait encore l'air pur du lac supérieur dans une chambre qui coûtait des milliers de dollars en soins. Avant de découvrir l'acte de trahison ultime et le contenu de ce testament de 1976 qui allait devenir un arrêt de mort, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de ce récit. En 1968, Élisabeth, dans un dernier éclair de lucidité ou de désespoir, avait légué Glensheen à l'université. Elle voulait que les murs survivent à la cupidité de sa fille. Elle conservait le droit d'y vivre, mais la propriété ne serait jamais à Marjorie. Pour cette dernière, c'était le coup de grâce. La fortune était verrouillée par des administrateurs, des hommes gris et rigoureux qui surveillaient chaque centime. En décembre 1976, le testament est mis à jour. Les chiffres sont là, vertigineux. Des millions de dollars attendent. Mais il y a une condition. Élisabeth doit mourir. Tant que la vieille dame s'accroche à la vie dans son lit de satin, Marjorie étouffe sous le poids de sa propre déchéance. La haine s'est alors transformée en une stratégie glaciale. Il ne s'agissait plus de demander de l'argent,
Il s'agissait de le prendre. Le 27 juin 1977 n'était pas un accident de parcours. C'était la conclusion logique d'une vie de ressentiment et de chèques signés dans le sang. 8 millions de dollars. En 1977, ce chiffre n'est pas une simple somme d'argent, c'est une promesse de résurrection pour Marjorie, ou plutôt un arrêt de mort pour sa mère. Pour l'héritière déchue, cet argent est une présence fantomatique, un trésor enfermé derrière les murs de verre et de fer des trusts familiaux. Elle peut le voir, elle peut le calculer chaque soir dans l'obscurité de ses chambres d'hôtel, mais elle ne peut pas le toucher. Les administrateurs, ces hommes gris au visage de parchemin, gardent les clés du coffre avec une rigueur qui frise l'insulte. Ils ont vu Marjorie brûler sa vie par les deux bouts, accumuler les dettes comme d'autres collectionnent les souvenirs et s'enfoncer dans un gouffre financier que même l'empire minier de Chester ne pourrait combler. Ils ont dit non. Un non définitif, sec, qui résonne dans la tête de Marjorie comme le glas d'une église. Le drame se joue dans l'asymétrie cruelle de cette fortune. D'un côté, Elizabeth, une vieille femme fragile, recluse dans sa chambre du 2e étage, dont la richesse n'est plus qu'une abstraction comptable servant à payer ses infirmières. De l'autre, sa fille adoptive, acculée, dont les voitures sont saisies et dont l'orgueil est piétiné par des créanciers sans âme. Elizabeth aimait sa fille d'un amour aveugle, ce genre d'amour qui finit par étouffer ceux qu'il veut protéger. Elle avait confié la gestion de ses biens aux administrateurs précisément parce qu'elle connaissait l'incapacité de Marjorie à distinguer le besoin du caprice. C'était une impasse parfaite. Une mère qui possède tout, mais ne peut rien donner. Et une fille qui n'a rien mais veut tout posséder. Pour que le flux d'argent reprenne, pour que les vannes du trust s'ouvrent enfin, il ne manque qu'un seul événement, une formalité biologique, un dernier souffle. Elizabeth passait ses journées face à l'immensité du lac supérieur contemplant ces eaux froides qu'elle observait depuis 69 ans. Elle était la mémoire vivante de Glen Sheen, une sentinelle immobile dans la maison de son père. Elle n'avait aucun moyen de savoir que dans le Colorado, Marjorie et son nouvel époux, Roger Caldwell, murmurèrent des solutions de plus en plus radicales. Elle ne pouvait pas imaginer que Roger, un homme dont le désespoir égalait celui de sa femme, était prêt à franchir la ligne que même Marjorie n'osait pas encore regarder en face. Elle ne savait pas que la nuit du 26 juin 1977 serait la dernière, et que la fenêtre de la salle de billard deviendrait la porte d'entrée d'un cauchemar qui hante encore le Minnesota. Marjorie Congdon n'était pas née Congdon. Elle était Jacqueline Barnes, une enfant dont les racines avaient été tranchées dès le berceau. En 1932, Elizabeth lui avait offert un nom, une identité et un avenir pavé d'or, mais le vide originel ne s'était jamais comblé. Les signes étaient là, précoces et brutaux. Des colères qui durèrent des heures, une incapacité pathologique à accepter le moindre refus, une exigence de soumission de la part de son entourage qui glaçait le sang des domestiques. Elizabeth, piégée par son propre idéalisme, attribuait ces tempêtes au traumatisme de l'adoption. Elle achetait le silence, elle achetait le calme, elle achetait des spécialistes. Elle ne voyait pas qu'elle ne faisait que nourrir un appétit qui deviendrait un jour dévorant. Le contraste avec Jennifer, sa sœur cadette, était une insulte quotidienne pour Marjorie. Jennifer était la gratitude incarnée, une ombre douce qui ne demandait rien. Marjorie, elle, était le chaos. Elle avait développé un sentiment de supériorité qui choquait même les membres les plus arrogants de la haute société de Duluth. Pour elle, l'argent n'était pas un outil, c'était un droit divin. Les limites n'étaient que des obstacles personnels dressés par une mère qu'elle commençait à mépriser. L'amour maternel devint alors le terreau d'un monstre de ressentiment. Les murmures dites de la famille sur l'inné et l'acquis ne faisaient qu'alimenter sa rage. À l'adolescence, le masque de la petite fille riche se fissura pour laisser apparaître une personnalité manipulatrice, prête à tout pour maintenir son train de vie. Avant de découvrir comment ce ressentiment s'est transformé en une machination macabre, impliquant 7 enfants et une chute financière vertigineuse, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de cette tragédie. En 1951, à 19 ans, Marjorie épouse Richard Loy, un homme honnête, travailleur, qui ignore qu'il vient de signer un pacte avec un ouragan. 7 enfants naissent de cette union, 7 vies qui auraient dû apporter la stabilité.
Mais pour Marjorie, ses enfants ne sont que des extensions de son besoin de paraître, des dépenses supplémentaires qu'elle jette au visage de sa mère. Elle dépense plus vite que Richard ne peut gagner, vivant dans l'opulence factice de Marinon-Sainte-Croix tout en accumulant des dettes qui auraient fait pâlir un banquier. Richard s'épuise, le mariage s'effondre, mais le besoin d'argent de Marjorie, lui, ne cesse de croître. Elle est une prédatrice qui a besoin d'un nouveau territoire et elle sait exactement où le trouver, dans le testament de la femme qui l'a sauvée de l'anonymat. Le témoin silencieux de cette déchéance n'est pas un bijou de famille, mais une facture d'hôtel impayée, froissée sur la table de chevet de la chambre 22 au Holland House Hotel. C'est l'odeur du désespoir qui imprègne désormais la vie de Marjorie. La demeure des Loy à Marinon-Sainte-Croix n'est plus qu'un souvenir carbonisé. En 1970, le feu a dévoré la maison sous des circonstances que les assureurs ont jugées suspectes, mais que la justice n'a jamais osé nommer crime. Ce fut le premier sacrifice par le feu de Marjorie. Richard Loy, épuisé par 19 ans de crises financières et de mensonges pathologiques, a fini par briser ses chaînes. Il est parti, emportant avec lui les débris d'une vie de famille que Marjorie n'a jamais su habiter. Elle a obtenu la garde des 7 enfants pour mieux les abandonner. Car pour Marjorie, la maternité n'était qu'un accessoire de prestige. Et une fois le prestige envolé, les enfants sont devenus des boulets. En 1975, elle s'enfuit vers le Colorado, laissant derrière elle 7 âmes qui avaient besoin d'une mère, choisissant une liberté illusoire plutôt que le devoir. C'est la marque indélébile de son caractère, une absence totale de remords. Dans les montagnes du Colorado, elle rencontre son alter ego, Roger Caldwell. Il est l'homme des demi-mesures, un raté magnifique qui survit de petits boulots et de grands rêves. Ils se marient en 1976, 2 naufragés s'agrippant l'un à l'autre pour ne pas couler. Ensemble, ils conçoivent une chimère, un ranch de chevaux. Ils s'imaginent déjà rois et reines de la prairie, dominant un empire équestre qui prouverait enfin aux administrateurs du Trust Congdon qu'ils n'ont besoin de personne. Mais le ranch s'effondre avant même que le premier sabot ne frappe le sol. Faute de capital, faute de compétences, la propriété est saisie, les chevaux vendus aux enchères. Le couple finit par s'échouer au Holland House Hotel, un établissement où l'on paie à la semaine, un purgatoire pour ceux qui n'ont plus d'adresse. Leur revenu ? Les 22 000 $ annuels que le Trust verse à Marjorie. Pour le commun des mortels, c'est une somme décente. Pour une héritière Congdon, c'est la mendicité. Chaque dollar disparaît dans les centres commerciaux, dans les restaurants, dans la fuite en avant de Marjorie. Le gouffre est béant et il n'y a plus qu'une seule façon de le combler. La mort d'Elizabeth. Le printemps 1977 apporte avec lui un avertissement glacial. Le bureau d'investigation du Colorado contacte les administrateurs à Duluth. Marjorie cherche un tueur à gages. Elle pose des questions, elle sonde les bas-fonds, elle cherche un bras armé pour abréger l'agonie de sa mère et la sienne. La sécurité à Glensheen est renforcée, mais Elizabeth, dans une cécité maternelle qui confine au suicide, refuse de croire au danger. « Marjorie m'aime », répète-t-elle, ignorant que l'amour de sa fille a le poids d'un linceul. Avant de découvrir comment ce projet de meurtre s'est transformé en une exécution brutale au cœur d'une nuit d'été. Rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la suite de cette affaire. Le 24 juin 1977, un document scelle le destin des 2 femmes de Glensheen. Marjorie signe une procuration délirante, autorisant Roger à percevoir directement 2,5 millions de $ sur son héritage futur. Ce n'est pas un document juridique, c'est un contrat de sang. Pourquoi donner une telle somme à un mari au chômage, sinon pour payer un service que l'on ne peut pas nommer ? Quelques heures plus tard, Roger disparaît. Il laisse un mot dérisoire au fils de Marjorie, Rick, prétendant partir en prospection immobilière pour le week-end. Il s'évapore de la surface de la Terre pendant 72 heures. Pas de traces, pas de témoins, juste un vide dans l'emploi du temps d'un homme aux abois. Le lundi 27 juin, alors que le soleil se lève sur les cadavres de Velma et d'Elizabeth, Roger réapparaît au Colorado. Son visage est une carte de sa propre violence. Des ecchymoses marquent ses traits, des coupures souillent ses mains. Son explication ? Un coup de sabot d'un cheval imaginaire. Marjorie appelle sa sœur Jennifer avec une voix de tragédienne de province. Sa mère est morte, il faut rentrer à Duluth. Lors des funérailles, le couple Caldwell est une fausse note dans la symphonie du deuil.
Roger fuit les regards, Marjorie est trop calme, trop occupée à calculer mentalement les délais de versement du trust. Les proches de la famille ne sont pas dupes. Ils murmurent aux oreilles des détectives les dettes, les incendies, la rumeur du tueur à gages. Ils désignent le monstre qui s'est assis au premier rang. L'enquête ne fait que commencer, mais les indices commencent déjà à s'accumuler comme les feuilles mortes sur les terrasses de Glen Sheen. La police de Duluth ne cherche plus un rôdeur, elle cherche la preuve que l'homme aux mains blessées était bien celui qui tenait le bougeoir en laiton. Mais ce qu'ils vont découvrir va bien au-delà d'un simple meurtre pour l'argent. Ils vont mettre au jour une machination où chaque détail, du choix de l'oreiller à la fuite en avion, a été pensé pour transformer un héritage en un trophée de chasse. Roger a laissé une piste, une erreur fatale que son arrogance ne lui a pas permis de voir. La preuve physique est une conteuse cruelle. Elle ne se contente pas de relater les faits, elle expose la médiocrité de l'âme humaine sous la lumière crue des projecteurs de la police scientifique. À Glen Sheen, chaque détail hurle la préméditation malhabile. Les enquêteurs de Duluth s'affairent autour de cette fenêtre de la salle de billard dont les débris de verre, sagement déposés à l'extérieur, démentent immédiatement toute intrusion brutale de l'extérieur. C'est une mise en scène, une farce macabre jouée par un amateur. Le corps de Velma Pietila au pied de l'escalier et ce bougeoir en laiton déformé par la haine ne sont que les premières pages d'un dossier qui va bientôt dévorer la famille Congdon. Dans la chambre d'Elizabeth, le spectacle continue. Les tiroirs sont ouverts, le contenu est éparpillé avec une désinvolture qui ne trompe personne. Un voleur, un vrai, aurait fait main basse sur l'argenterie, les tableaux, les pièces de collection qui font de ce manoir un coffre-fort à ciel ouvert. Mais ici, seule une boîte à bijoux manque. C'est la signature de celui qui veut faire croire à un vol sans avoir le courage d'en être un. En 1977, la police ne dispose pas de l'ADN, mais elle possède la patience. Elle découvre la voiture de Velma sur le parking de l'aéroport, les clés sur le contact. Une invitation grossière à regarder vers les nuages alors que le diable marche encore sur terre. Les registres des compagnies aériennes restent muets. Aucun Roger Caldwell n'a décollé de Minneapolis pour Denver, aucun pseudonyme n'apparaît. L'homme semble s'être évaporé, ou du moins n'avoir laissé aucune trace de papier dans un monde qui, déjà, commençait à tout archiver. Mais le vice finit toujours par laisser une empreinte. Une semaine après les funérailles, un numismate du Colorado reçoit une pièce d'or byzantine. L'expéditeur n'est autre que Roger Caldwell. Pourquoi un meurtrier enverrait-il une pièce volée pour une expertise, sinon par une arrogance confinante à la folie? La perquisition de la chambre d'hôtel des Caldwell au Holland House tourne au désastre pour le couple. Les détectives y trouvent des bijoux dont la description correspond trait pour trait à ceux d'Elizabeth. Un panier en osier, jumeau de la boîte à bijoux disparue, trône au milieu de leur maigre possession. Roger bafouille, invente une histoire de cadeau de grand-mère que Marjorie aurait reçu des années auparavant. Le mensonge est trop gros, il s'effondre sous son propre poids. Mais le coup de grâce vient d'une enveloppe, celle qui contenait la pièce d'or. Avant de découvrir la preuve irréfutable qui allait briser le dernier espoir des Caldwell et révéler l'étendue de leur trahison, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de cette descente aux enfers. Sur le coin de cette enveloppe, une empreinte digitale, un pouce, celui de Roger Caldwell, net, précis, indiscutable. Il a posté sa propre condamnation. C'est le triomphe de la bêtise sur l'ambition. Mais l'horreur n'est pas seulement dans les indices, elle est sur le visage de Roger lors des funérailles. Le 30 juin, alors qu'Elizabeth est portée en terre, la famille remarque les coupures, les ecchymoses, ces marques de lutte qui ne s'effacent pas avec de simples excuses. Marjorie a beau parler d'un coup de sabot d'un cheval fantôme, personne n'y croit. Roger n'a pas été frappé par un animal, il a été marqué par la résistance désespérée d'une femme de chambre qui protégeait sa maîtresse. Les interrogatoires séparés finissent de tordre le cou à leurs alibis. Marjorie prétend que Roger était avec elle pour visiter des agences immobilières, mais l'agent ne se souvient que d'une femme seule, nerveuse, dont le mari était aux abonnés absents. Les contradictions s'accumulent comme les dettes du couple. Le 6 juillet 1977, les menottes claquent sur les poignets de Roger Caldwell. 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Ils crient au complot, à la machination orchestrée par le reste de la famille Congdon pour l'écarter, lui, l'intrus. C'est une défense de désespéré, mais elle suffit à semer une graine de doute. Marjorie, elle, reste libre quelques heures de plus. La police sait qu'elle est le cerveau.
Mais prouver la conspiration demande une chirurgie juridique complexe. Il fouille le passé et déterre les cadavres. Cet incendie suspect dans le Minnesota, cette étrange maladie d'Elizabeth après avoir goûté une marmelade offerte par sa fille. Une marmelade dont l'analyse aurait sans doute révélé des substances interdites si le bocal n'avait pas disparu par enchantement. Même Rebecca Loy, la propre fille de Marjorie, livre un témoignage qui glace le sang. Sa mère aurait tenté de l'étrangler. Pour Marjorie, l'humain est une variable ajustable, seul l'argent est une constante. Le 7 juillet, elle rejoint son mari derrière les barreaux, accusé de complicité de meurtre. Sa caution de 100 000 $, payée grâce à cette fortune qu'elle a tenté de s'approprier par le sang, lui permet d'attendre son procès dans un confort indécent. Le procès de Roger s'ouvre un an plus tard à Brainard, loin de la fureur de Duluth. L'accusation déploie son arsenal, l'empreinte, la pièce d'or, le panier en osier, les blessures. Mais la défense a un argument massu. Comment Roger a-t-il pu parcourir 1500 miles sans laisser une seule trace de transport? Pas de billet d'avion, pas de location de voiture, rien. Un voyage invisible. L'accusation suggère une voiture volée, du cash, des faux noms, une traversée du pays dans l'ombre des autoroutes. Il avait 72 heures pour faire l'aller-retour, un marathon de mort tout à fait réalisable pour un homme dont la survie dépendait de 8 millions de $. Le jury écoute, pèse chaque mensonge contre chaque preuve. Ils ignorent encore que ce procès n'est que le premier acte d'une tragédie qui va voir la justice américaine s'incliner devant le pouvoir d'un non avant de se venger de la plus cruelle des manières. Le marteau du juge tombe comme un couperet sur le destin de Roger Caldwell, coupable. 2 fois. Meurtre au premier degré, 2 peines de prison à perpétuité consécutive. En 3 jours de délibération, le jury a balayé les dénégations de cet homme qui pensait avoir acheté son avenir avec le sang d'autrui. Roger part pour la prison. Un homme brisé qui a tué pour une fortune dont il ne verra jamais la couleur. L'héritage, ce pactole de 8 millions de $, est désormais un mirage lointain, perdu dans les limbes des batailles juridiques. Mais si le bras armé est neutralisé, le cerveau, lui, respire encore l'air de la liberté. L'attention de tout le Minnesota se braque alors sur celle que tout le monde surnomme déjà la veuve noire de Duluth, Marjorie. Le spectre de la conspiration, le procès de Marjorie. Le procès de Marjorie Congdon Caldwell s'ouvre en avril 1979 à Hastings. On a déplacé le théâtre de la justice pour échapper à la fureur des habitants de Duluth, mais l'odeur du scandale voyage vite. Pour l'accusation, le défi est colossal. Roger était à Glensheen, ses empreintes étaient sur l'enveloppe, ses blessures parlèrent pour lui. Marjorie, elle, était à 800 km de là. Elle n'a touché ni au bougeoir, ni à l'oreiller. Pour la condamner, il ne faut pas seulement prouver qu'elle est mauvaise. Il faut prouver qu'elle est l'architecte, celle qui a murmuré l'ordre de mort à l'oreille de son mari. Et Marjorie possède une arme que Roger n'avait pas. Le nom des Congdon et les ressources pour s'offrir les meilleurs prédateurs du barreau. L'accusation tisse sa toile avec une précision chirurgicale. Elle expose la misère dorée de Marjorie, son ranch en faillite, ses dettes qui s'accumulent comme des cadavres dans un placard. Elle montre ce document, signé 3 jours avant le carnage, une procuration offrant 2,5 millions de $ à Roger sur son futur héritage. C'est le prix du sang, affirment les procureurs. Pourquoi signer un tel papier si l'on ne s'attend pas à ce que la fortune se libère dans la semaine ? Puis vient le témoignage le plus brutal, celui de sa propre chair. Rebecca Loy, sa fille, monte à la barre. Elle ne voit pas une mère, elle voit un monstre. Elle raconte la violence, les tentatives d'étranglement, cette noirceur qui habite Marjorie dès que l'argent entre en jeu. Le public retient son souffle devant cette tragédie grecque en plein Midwest. La tactique des aiguilles, l'art de la séduction judiciaire. Mais Marjorie a engagé Ron Meshbacher, un génie de la défense qui comprend que dans un procès pour meurtre, l'image est tout. Il ne se contente pas de réfuter les faits. Il crée un personnage. Marjorie arrive au tribunal vêtue comme une paroissienne, modeste, presque effacée. Et surtout, elle apporte ses aiguilles. Chaque jour, assise à la table de la défense, elle tricote. Le cliquetis régulier des aiguilles devient le métronome du procès. Comment cette femme, qui ressemble à une grand-mère inoffensive perdue dans ses mailles, pourrait-elle avoir ordonné l'exécution sauvage de sa propre mère ? C'est une manipulation visuelle de génie. Elle ne ressemble pas à une meurtrière, donc elle ne peut pas l'être. Meshbacher démonte chaque argument comme on effiloche un vieux pull. La procuration,
Une simple planification financière, les rumeurs de tueurs à gages, des commérages de bas étage, le témoignage de Rebecca, une vengeance de fille rebelle. Son argument est d'une simplicité terrifiante. Roger a agi seul. Il était désespéré, il aimait Marjorie, il a voulu la sauver de la ruine sans lui dire un mot. Il est le seul coupable, un loup solitaire dont l'épouse n'est qu'une victime collatérale. Marjorie monte à la barre, elle pleure sur commande, elle parle de son amour pour Elisabeth, de son sentiment d'être une éternelle exclue chez les Congdon. Elle joue la partition de la douleur avec une virtuosité qui ébranle les jurés. Le verdict de l'indécence. Après seulement 9 heures de délibération, le verdict tombe. Non coupable. Marjorie est libre. La salle d'audience explose. La famille Congdon est pétrifiée par l'injustice. Le procureur est livide. Marjorie, elle, sourit. Elle embrasse son avocat, triomphante. L'indécence atteint son paroxysme lorsque l'on apprend que certains jurés, séduits par le personnage qu'elle a joué, organisent une fête en son honneur après le procès. La justice a été aveuglée par le cliquetis des aiguilles à tricoter et l'éclat d'un nom prestigieux. Marjorie sort du tribunal en héritière, prête à réclamer ses millions, laissant Roger pourrir dans sa cellule. Mais la liberté de Marjorie est une cage dont les barreaux sont faits de ses propres péchés. Si elle a échappé à la prison pour le meurtre d'Elisabeth, son appétit pour le chaos ne va pas s'arrêter là. Car pour une femme comme elle, l'argent n'est jamais une fin. C'est un carburant pour la destruction. Avant de découvrir comment la vie de Marjorie a basculé dans une nouvelle série de crimes encore plus étranges, et comment Roger Caldwell a fini par livrer une vérité posthume qui change tout, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer. La libération de Marjorie n'était pas la fin de l'histoire, c'était le début d'une errance macabre à travers les États-Unis. Tandis que Glensheen se transformait en musée, les murs gardant jalousement le secret de cette nuit de juin, Marjorie commençait sa nouvelle vie. Mais une question demeure. Qu'advient-il d'un homme qui a tout sacrifié pour une femme qui l'abandonne une fois le procès gagné ? Roger Caldwell, seul dans sa cellule, commence à réaliser qu'il a été le pion d'un jeu dont il ne connaissait pas toutes les règles. Et le silence de Glensheen ne tardera pas à être brisé par une nouvelle onde de choc. L'impunité a un goût de champagne et de trahison. Imaginez la scène indécente, presque irréelle. Quelques heures seulement après avoir été blanchie du meurtre de sa propre mère, Marjorie Congdon ne s'isole pas pour pleurer ou méditer sur la tragédie. Non, elle s'entoure des jurés qui viennent de lui rendre sa liberté. Il rit, il trinque, il célèbre le triomphe d'une performance théâtrale sur la vérité brute. Les aiguilles à tricoter, ces accessoires de grand-mère inoffensive, sont enfin rangés, ayant rempli leur office de manipulation visuelle. Le système judiciaire a rendu son verdict. Roger Caldwell est un monstre solitaire, et Marjorie n'est qu'une épouse éplorée, victime des circonstances. Mais pour la famille Congdon, ce banquet de la victoire est un crachat sur la tombe d'Elisabeth. La dynastie ne compte pas en rester là. Puisque la justice des hommes a été aveuglée par le prestige d'un nom, ils vont attaquer là où cela fait vraiment mal, le coffre-fort. 4 des propres enfants de Marjorie, lassés par les mensonges et la destruction, lancent une poursuite civile. Ils ne cherchent pas la prison, ils cherchent la ruine de leur mère. Devant un tribunal civil, le fardeau de la preuve est plus léger. Il ne s'agit plus de certitude absolue, mais de probabilité. Le message est clair. Marjorie ne doit pas toucher le prix du sang. Après des années de guérilla juridique, un compromis est arraché, aussi amer qu'une défaite. Elle ne touchera jamais les 8 millions de dollars. Elle devra se contenter d'une rente de 40 000 dollars par an. Pour le commun des mortels, c'est une aisance. Pour une femme qui rêvait d'empires et de ranchs colossaux, c'est une cage dorée, une humiliation annuelle qui lui rappelle que si elle est libre, elle est aussi une paria, condamnée à vivre des miettes d'une fortune qu'elle a tenté de s'approprier par le meurtre. Pendant que Marjorie gère ses miettes au grand air, Roger Caldwell dépérit dans l'ombre de la prison de Stillwater. Il est l'homme qui a tout perdu pour une femme qui ne l'a pas attendu. Mais le droit criminel est une bête capricieuse. En 1982, un témoin inattendu, Candace Byers, fait surface avec des déclarations qui suggèrent que d'autres membres de la famille auraient pu avoir un intérêt à la mort d'Elisabeth. C'est la brèche qu'attendaient les avocats. La Cour suprême du Minnesota, dans un élan de purisme juridique, annule la condamnation de Roger. Il mérite un nouveau procès. Mais le procureur sait que le temps a effacé les souvenirs et que la stratégie de Marjorie a déjà empoisonné l'esprit du public. Le 5 juillet 1983, un pacte avec le diable est scellé.
On propose à Roger une sortie de secours, plaider coupable de meurtre au second degré en échange d'une remise en liberté immédiate. La condition est qu'il doit avouer. Devant le juge, Roger Caldwell, l'ombre de lui-même, raconte enfin sa nuit de sang à Glen Sheen. Il décrit l'intrusion par la fenêtre de la salle de billard, la rencontre fatale avec Velma dans l'escalier, le bougeoir qui s'abat, puis le silence de la chambre d'Elizabeth où l'oreiller de satin a servi de linceul. Il avoue tout, sauf l'essentiel. Il prétend avoir agi seul. Une absurdité qui fait grincer les dents des enquêteurs. Un vendeur au chômage, sans génie et sans moyens, aurait-il pu orchestrer un tel carnage sans l'ordre de la femme qui en tirait tout le profit ? Avant de découvrir comment la vie de Roger s'est achevée dans le mépris et le poison, laissant Marjorie face à ses propres démons incendiaires, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de la chute finale. Roger sort de prison en 1983, mais Stillwater ne l'a jamais vraiment quitté. Il est un mort en sursis, un paria que même Marjorie a fini par rejeter. La fortune n'est pas venue, les dettes sont restées. En 1988, dans un acte final de désespoir ou peut-être de remords tardif, il avale un mélange de poison. Pas de lettres, pas de dernière révélation. Il meurt à 55 ans, emportant dans sa tombe le secret de la participation réelle de Marjorie. On dit que le silence est d'or, mais celui de Roger sent la moisissure et la défaite. Il a payé pour deux, tandis que Marjorie continuait sa danse macabre, car Marjorie n'est pas une femme qui s'arrête. Elle a déjà remplacé Roger par Wallace Hagen, son troisième mari, oubliant au passage de divorcer du second. La bigamie n'est qu'un détail dans sa longue liste de péchés. En 1982, l'histoire se répète avec une régularité de métronome. La maison qu'elle partage avec Wallace part en fumée. Encore un incendie. Encore une demande d'indemnisation à l'assurance. Mais cette fois, le charme est rompu. Les enquêteurs ne voient plus l'héritière éplorée. Ils voient l'incendiaire pathologique. Elle est condamnée et passe 21 mois derrière les barreaux. La prison n'est pourtant qu'une escale pour elle. Falsification, fraude, vol. Marjorie Congdon devient une habituée des tribunaux, une femme qui transforme chaque relation en un champ de ruines financières. L'héritage de Chester Congdon, ce fer qui devait bâtir une dynastie éternelle, n'a servi qu'à financer la déchéance d'une fille qui ne connaissait pas la mesure. Glen Sheen est aujourd'hui un musée, un lieu de pèlerinage pour ceux qui veulent toucher du doigt le mystère de la cupidité. Les 39 pièces sont restées les mêmes. Mais l'air y semble plus lourd, chargé du souvenir de deux femmes sacrifiées sur l'autel de l'impatience. Marjorie a survécu à tous les scandales, mais son nom est devenu une malédiction. Une ombre portée sur la rive du lac supérieur qui rappelle que si l'argent peut construire des palais, il peut aussi en faire des tombeaux. Le soleil de l'Arizona possède une cruauté que les hivers du Minnesota n'ont jamais connue. Il ne recouvre pas les péchés d'un manteau blanc. Il les dessèche, les expose sous une lumière crue qui ne laisse aucune place à l'ombre. En 2007, une femme de 75 ans, aux mains autrefois occupées à tricoter devant des jurés fascinés, s'assoit dans une cellule de Tucson. Elle n'est plus l'héritière de Glen Sheen. Elle est Marjorie Congdon, une récidiviste pathologique arrêtée pour une banale affaire de chèques falsifiés et de signatures contrefaites. Le montant importe peu. Pour Marjorie, le vol n'est pas un besoin financier. C'est une respiration. Elle a passé sa vie à dévorer les ressources de ceux qui l'aimaient. Et même à l'hiver de sa vie, le démon de la manipulation ne lui laisse aucun répit. Elle est seule. Ses enfants, menés par Rebecca, qui a eu le courage de dénoncer le monstre, ont dressé des murs de silence entre eux et leur mère. Dans cette cellule aride, loin des 39 pièces de son enfance, Marjorie est le témoin de sa propre déchéance. Une reine sans royaume dont le nom n'évoque plus le prestige, mais le sang et le feu. Le contraste avec Jennifer, sa sœur d'adoption, est une insulte que le destin continue d'écrire. Jennifer a choisi la lumière. Elle a vécu une vie de dignité, respectée par la lignée Congdon, conservant son héritage sans les chaînes de la culpabilité. Elle est restée le reflet de ce qu'Elizabeth espérait créer, une femme capable de porter le nom avec honneur. Mais pendant que Jennifer s'épanouissait dans la discrétion, Glen Sheen entamait sa métamorphose en un mausolée public. En juillet 1979, 2 ans seulement après que les draps de satin ont été souillés par l'agonie d'Elizabeth, le manoir ouvre ses portes aux curieux. L'université du Minnesota tente d'abord de polir l'histoire. On demande au guide de se taire sur les meurtres.
de ne parler que des boiseries en chêne fumé, des jardins de Leavitt et de l'ambition de Chester. On veut protéger l'architecture de l'infamie. Mais le public ne vient pas pour le néo-jacobéen. Il vient pour l'odeur du crime. Les visiteurs foulent les tapis de Glensheen avec une hésitation religieuse. Ils cherchent du regard la tache de sang fantôme au pied du grand escalier où Velma a rendu l'âme. Ils fixent la fenêtre de la salle de billard, imaginant Roger Caldwell s'introduisant dans la demeure comme un rat dans un palais. Finalement, l'université cède. Le silence est une défaite face à la légende. Les guides commencent à répondre, à intégrer la tragédie dans le récit officiel. Glensheen devient un paradoxe de pierre, une capsule temporelle où 95% du mobilier original est resté figé en 1908, alors que la lignée qui devait l'habiter a été méthodiquement éradiquée par l'un des siens. La demeure est intacte, mais la famille est en cendres. Avant de découvrir le destin final des derniers maris de Marjorie et le secret que le lac supérieur garde jalousement sous ses eaux glacées, rejoignez notre cercle pour ne rien manquer de nos prochaines investigations. La vie de Marjorie n'est qu'une succession de fins suspectes. En 1992, son troisième mari, Wallace Hagen, meurt dans des circonstances qui font lever les sourcils des plus blasés. Aucune charge n'est retenue, mais le motif se répète avec une régularité de métronome, un décès, une opportunité, et Marjorie qui plane au-dessus des débris. Elle finit par s'installer en Arizona, pensant peut-être que l'oubli est possible. Mais on n'échappe pas à l'atavisme de la cupidité. Elle continue de percevoir ses 40 000 $ annuels du trust familial, une somme qui lui permet de survivre mais pas de briller. C'est l'ironie suprême de sa vie. Elle a probablement orchestré un double meurtre pour 8 millions de dollars, et elle finit par voler quelques centaines de dollars à un ami par simple habitude du vice. Pendant ce temps, Glensheen prospère. 100 000 personnes par an viennent admirer le rêve de Chester Congdon. Ils voient les cuisines où l'on préparait les repas de fête, les bibliothèques où le patriarche dessinait l'avenir du fer américain, et la chambre où le satin est devenu un instrument de mort. Le manoir est désormais inscrit au registre national des lieux historiques. On y célèbre des mariages, on y organise des sorties scolaires, on y prend des photos de famille avec le lac supérieur en toile de fond. La beauté des terrasses de Leavitt est devenue un bien commun, une compensation dérisoire pour le carnage qui s'est déroulé à l'intérieur. Chester voulait une dynastie, il a laissé un musée. Il voulait la permanence pour son sang. Il ne l'a obtenue que pour ses murs. Jennifer Johnson s'est éteinte en 2017, emportant avec elle la certitude absolue de la culpabilité de sa sœur. Elle n'a jamais pardonné. Rebecca Loy n'a jamais reparlé à sa mère. La fracture est totale, irréparable, gravée dans le marbre de l'histoire du Minnesota. Marjorie, protégée par le principe du double péril, peut clamer son innocence jusqu'à son dernier souffle. Elle peut sourire aux caméras, tricoter des mensonges et se poser en victime du système. La loi l'a libérée, mais la vérité l'a condamnée à l'errance. Elle est la dernière Congdon d'une lignée brisée, une reine de papier vivant dans le souvenir d'une nuit de juin où elle a tout gagné et tout perdu. Le lac supérieur continue de frapper la jetée de Glensheen. Ces vagues sont le seul témoin qui n'a jamais changé de version. Elles ont vu les lumières s'éteindre le 26 juin 1977. Elles ont entendu le silence qui a suivi les coups de bougeoir. Et elles regardent aujourd'hui les touristes manger des glaces là où une infirmière a été massacrée. Le manoir reste debout, magnifique et sinistre, rappelant à quiconque franchit ses portes que l'opulence la plus pure n'est souvent qu'un vernis posé sur les abîmes de l'âme humaine. Chester Congdon a bâti un palais pour l'éternité, mais il n'a pas pu empêcher le loup d'entrer, car le loup portait son propre nom. L'orgueil de Chester Congdon ne se mesurait pas en dollars, mais en générations. Il n'a pas seulement bâti une demeure, il a érigé une forteresse destinée à abriter une lignée éternelle, un sanctuaire où le nom des Congdon devait résonner pendant des siècles. Il voulait que ses arrière-petits-enfants courent encore sur les terrasses de granit en 2026. Sur ce point, l'échec est total, absolu, sanglant. La dynastie s'est effondrée dans le fracas d'un bougeoir en laiton et le silence étouffant d'un oreiller de satin. Élisabeth a été massacrée dans son propre sanctuaire. Marjorie a été bannie, déshonorée, transformée en une paria dont le nom évoque désormais le crime plutôt que la philanthropie. L'acier et le fer de la Mesabi Range n'ont pas suffi à souder les liens d'une famille que la cupidité a fini par dissoudre comme de l'acide.
Le sang s'est avéré être la substance la plus fragile de tout l'édifice. Pourtant, au milieu de ce désastre humain, la demeure, elle n'a pas seulement survécu, elle a triomphé. Glensheen est aujourd'hui plus vivante que jamais, partagée avec un public qui déambule dans ses couloirs comme on visite une cathédrale dédiée à l'ambition déchue. La pierre et le bois se sont montrés plus durables que les promesses et les héritages. C'est là que réside l'ironie la plus profonde de cette saga. Tout ce pourquoi Chester a travaillé, sa position sociale, sa fortune, la pérennité de son nom, tout cela s'est désintégré. Mais la structure physique, ce colosse de briques et de souvenirs, est resté debout. Le bâtiment a dévoré la famille pour devenir son propre monument. Duluth a embrassé Glensheen comme un symbole de sa propre histoire, une relique de l'âge d'or où le futur de la ville semblait n'avoir aucune limite. La demeure est devenue la fierté d'une cité qui a oublié les visages des Congdon, mais qui chérit la silhouette de leur palais. Le nom de Congdon survit encore dans la topographie de la ville, sur les plaques des rues et dans les parcs que Chester a financés. Ses contributions civiques sont réelles, palpables, mais elles sont désormais orphelines. Il n'y a plus de Congdon à Duluth. La fortune a été dispersée entre des parents lointains, des étrangers au sang dilué. Le nom ne continue de vivre que dans les scripts des guides touristiques et les manuels d'histoire du Minnesota. Chester avait rêvé d'une occupation multigénérationnelle, de rires d'enfants emplissant les 39 pièces pendant des décennies. Ce rêve n'aura duré qu'une seule génération après lui. Clara a tenu les murs jusqu'en 1950, Elisabeth jusqu'à cette nuit fatidique de 1977. 69 ans d'occupation familiale avant que l'université ne prenne les clés, transformant un foyer en une pièce d'exposition. Le rêve s'est achevé, mais les murs n'ont pas tremblé. Aujourd'hui, Glensheen est protégé par une institution entretenue par des ressources publiques ouvertes à tous pour l'éternité. L'héritage matériel de Chester est sécurisé au moment même où son héritage humain s'est volatilisé. Les meurtres seront à jamais le chapitre le plus sombre de ce récit, une tache indélébile sur le bois précieux. 2 femmes ont été sacrifiées dans une maison construite pour l'harmonie. C'est la corruption ultime de l'intention du bâtisseur. Pourtant, les visiteurs quittent les lieux plus impressionnés par la beauté que par la noirceur. L'architecture domine la tragédie. Les jardins éclipsent le sang. Pour le touriste, le crime n'est qu'une note de bas de page. Une anecdote mémorable mais secondaire face à la majesté du lac et la finesse des boiseries. La maison est devenue plus grande que le crime. C'est peut-être là le dernier affront fait à Marjorie. Marjorie a tenté de s'emparer de la fortune en assassinant sa mère. Elle n'a rien obtenu. Elle a fini ses jours en Arizona, traquée par des accusations de fraude mesquine, vivant d'une rente surveillée comme une enfant turbulente. Son crime n'a servi à rien, si ce n'est à rendre Glensheen célèbre. Par son acte de barbarie, elle a offert à la demeure une publicité mondiale, attirant des milliers de visiteurs qui ne seraient jamais venus admirer de simples jardins. Le crime qu'elle a commis pour posséder la maison a fini par bénéficier à la maison elle-même, et non à elle. La demeure a gagné. La cupidité a perdu, la beauté a survécu à la trahison. Chester, l'homme de loi et d'affaires, aurait peut-être apprécié cette justice poétique. Son manoir est devenu un trésor public, une relique intemporelle qui se dresse face aux vagues du lac supérieur, impassible devant les folies des hommes. Glensheen restera debout, magnifique et glacial, bien après que le dernier souvenir des Caldwell et des Congdon aura été effacé par le temps. Le témoin silencieux a enfin le dernier mot.